Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h de ce 2 août sur RTI 1. Je vous en donne les titres. Troisième édition de la fête des armées, la place d'armes Ouattara Thomas Dakin de l'état-major général des armées a accueilli du beau monde ce matin. Le Premier ministre a représenté le chef de l'État à cette célébration qui a vu la distinction d'une trentaine de personnels des forces armées pour leur état de service exemplaire. Infraction du code de la route, les juges peuvent désormais et en toute souveraineté prononcer le retrait de permis de conduire dans les cas qui le nécessitent. Le projet de loi en la matière a été adopté par les sénateurs ce lundi. L'orpaillage clandestin cause de nombreux dommages, notamment à l'environnement. C'est le cas du lac de Kossou, où des produits toxiques sont utilisés pour l'extraction de l'or. Les produits maraîchers et ceux de la pêche sont contaminés. Nous en parlons dans le dossier du 20h. Merci de nous rejoindre ce soir encore pour l'information sur RTI 1. Ils sont 33 à être reconnus par la nation entière pour leur exemplarité au service des forces armées de Côte d'Ivoire. Une distinction lors de la cérémonie militaire de la 3e édition de la fête des armées. Et la célébration coïncide cette année avec le 61e anniversaire de la création des forces armées de Côte d'Ivoire. Amadou Ouattara. Se rappeler des pionniers de l'armée fondée le 27 juin 1960. Raffermir les liens armée-nation, célébrer l'excellence et le mérite, voici entre autres les motivations de la fête des armées. La célébration est à sa 3e édition, sous l'impulsion du chef d'état-major général des armées. C'est en 2019 qu'a germé l'idée de consacrer une journée aux armées, à la date anniversaire de leur création. Cette initiative, pour les hommes et les femmes, en charge de la défense opérationnelle du territoire et de la protection des personnes et des biens, de marquer un temps d'arrêt, celui d'opérer une introspection individuelle et une réflexion prospective collective. D'où le choix du thème de la présente édition, solidaire pour une Côte d'Ivoire prospère et sécurisée. Au nombre des activités déjà menées, une collecte de sang de l'ensemble des personnels des forces de défense et de sécurité et corps paramilitaires sur l'ensemble du territoire, ainsi qu'un don en vivres et en médicaments à certaines populations de la frontière nord fragilisées par la menace terroriste. Pose de gerbes de fleurs au pied du monument aux morts en hommage aux soldats tombés au champ d'honneur. Un acte effectué par le Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Achi, représentant le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Puis, la récompense de 33 personnels issus de l'ensemble des forces pour leur exemplarité dans le service. Ces distingués ont reçu des coffrets des mains des autorités au rang desquelles Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Une distinction ponctuée de remises de cadeaux souvenirs à plusieurs personnalités, témoignages de la gratitude des armées à leur égard. Se résume ainsi, ce lundi 2 août 2021, les temps forts de la cérémonie militaire de la fête des armées, débuté le 26 juillet dernier, dont le clou est ce défilé pédestre de troupes tenu à la place d'armes, général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin de l'état-major général des armées. Sur nos routes, les accidents de la circulation ont fait, selon les sapeurs-pompiers, plus de 24 000 victimes, dont 537 décès en 2019. Et au fil des années, la situation ne s'améliore pas. Ce constat a permis à la Commission Sécurité et Défense d'adopter à l'unanimité de ses membres le projet de loi portant fixation des peines en matière de police de la circulation. Les juges ont désormais la main libre pour prononcer des retraits de permis de conduire. Kader Sogodogo nous conduit au Sénat. On pourra le dire ainsi, passage éclair du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambilé, devant les sénateurs membres de la Commission Sécurité et Défense. En moins de 15 minutes, les sénateurs ont adopté à l'unanimité le projet de loi modifiant la fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de police de la circulation.
Un projet de loi qui renforce le pouvoir de décision du juge en ce qui concerne l'annulation du permis de conduire. Le gouvernement aujourd'hui a engagé des actions de lutte contre la vague d'accidents de circulation que nous connaissons et qui endeuille les populations ivoiriennes. Pour cela, le gouvernement entend utiliser les moyens à sa disposition. C'est vrai, on le fait par la sensibilisation, par la formation, mais également on le fait par le recours à la répression, à l'effet d'annuler les permis des conducteurs de véhicules à moteur qui occasionnent ces accidents. Et ils sont nombreux par leur insouciance, leur inconstance et surtout par leur légèreté. Après son adoption par le Parlement, reste à présent sa promulgation. C'est clair, ce projet de loi va énormément contribuer à réduire les accidents de la circulation en Côte d'Ivoire. Dans une semaine, le 27e congrès de l'Union postale universelle va s'ouvrir en Côte d'Ivoire et pendant près de 20 jours, Abidjan va abriter cet événement important. Ce sont plus de 192 pays qui sont attendus. Quel dispositif technologique et sécuritaire pour la réussite du congrès? Quels en sont les enjeux? Va-t-il permettre de mettre le secteur de la poste en Côte d'Ivoire sur de bons rails? Roger Félix Adom, ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, nous a rejoint pour répondre à ces questions. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, nous le disions, la Côte d'Ivoire accueille dans une semaine ce 27e congrès de l'Union postale universelle. Il intervient 87 ans après l'Égypte. Qu'est-ce qui a valu au pays le maintien donc de cette date importante en dépit de plusieurs rendez-vous déjà manqués? D'accord. En tout cas, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Je suis heureux d'être sur ce plateau ce soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait près de 21 ans que l'Afrique ou que la Côte d'Ivoire attend ce congrès. Donc différents événements, aussi bien politiques que sanitaires, ont permis de reporter ce congrès. Donc là maintenant, du 9 au 27 août 2021, ce congrès va se tenir à Abidjan. On a encore 6 jours, 7 jours, on croise les doigts. On espère qu'aucun événement ne viendra reporter le congrès, mais qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve déjà que la Côte d'Ivoire est un pays qui plaît et qui rayonne. On voit que les 10 ans de présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, ont porté leurs fruits et font qu'une organisation internationale, telle que l'Union postale universelle, veut venir organiser ce congrès en Afrique, en Côte d'Ivoire. Donc c'est le congrès de l'Afrique. C'est le congrès de la Côte d'Ivoire, c'est le congrès d'un pays qui est rayonnant et qui est prêt à accueillir tous les congressistes du monde entier. Alors vous le dites, le pays est prêt à accueillir tous les congressistes. Quels sont les enjeux de cette rencontre qui est très très importante? Mais déjà les enjeux sont le renouvellement des instances. C'est-à-dire que pendant ce congrès, on va réélire le nouveau directeur général de l'Union postale universelle, le directeur général adjoint, le vice-directeur général, les membres du conseil d'administration et puis aussi les membres du conseil d'exploitation. Étant donné que la Côte d'Ivoire est le pays qui organise le congrès dans ce mois d'août, donc nous aurons naturellement, de manière automatique, la présidence du conseil d'administration. Ensuite, le congrès va permettre de définir la nouvelle stratégie postale mondiale. Il faut comprendre que nous avons de nouveaux enjeux au niveau de la poste, des enjeux technologiques. On voit aujourd'hui qu'à l'époque, moi quand j'étais beaucoup plus jeune, pour amener un courrier, il fallait écrire une lettre et l'envoyer à la poste. Elle arrivait un jour, on recevait des réponses un jour. Aujourd'hui, avec un mail, le courrier est instantané. Ou avec un message WhatsApp ou un SMS, le courrier est instantané. Donc, mais la poste existe toujours. Donc il faut justement définir la nouvelle stratégie. Il y a de nouvelles choses qui existent comme le commerce électronique, qui est important, et puis aussi tout ce qui peut tourner autour des services financiers. Donc je pense que voici les enjeux de ce congrès. Donc c'est définir la nouvelle stratégie postale mondiale qui s'appellera la stratégie postale d'Abidjan. Donc qui va pendant les 4 prochaines années définir le métier de la poste. On l'a bien compris, ce sont de grands enjeux. Alors, pour permettre de les tenir, quelles sont les articulations de cette rencontre? Comment elle va concrètement se dérouler? D'accord, donc les congressistes vont arriver, je pense à partir d'aujourd'hui
jusqu'au 8 août. Les congressistes arriveront à Abidjan. Donc le 9 août, il y aura la cérémonie d'ouverture, donc qui sera présidée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, donc qui sera en personne à la cérémonie d'ouverture avec ses invités. Donc le 9 après-midi, il y aura la clôture des postiers. Et le 10 août, il y aura la conférence ministérielle. Et du 11 au 24 août, il y aura donc la discussion de 254 résolutions, qui seront les résolutions de la stratégie postale d'Abidjan, de la stratégie postale mondiale, donc pour les 4 prochaines années à venir. Et à partir du 25 au 27, il y aura donc le vote des instances, donc comme je disais tout à l'heure, directeur général, vice-directeur général, membre du conseil d'administration et les membres du conseil d'exploitation. Donc voici comment va s'articuler ce congrès pendant les 3 prochaines semaines. Vous le disiez tantôt, désormais les nouvelles technologies font de façon instantanée on reçoit des messages, contrairement aux lettres d'antan. Est-ce que la Poste peut s'en sortir face à ces défis? Oui, la Poste peut s'en sortir et la Poste va s'en sortir. Moi je suis optimiste sur ce métier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on voit que les échanges sont mondiaux internationaux. Si aujourd'hui vous l'achetez, vous portez une très belle robe, vous voulez acheter une belle robe en Égypte ou au Kenya, grâce à des sites internet, vous pouvez acheter la robe. Mais une fois la robe arrivée à Abidjan, comment est-ce qu'on fait pour la porter chez vous? Comment est-ce que si quelqu'un habite à Daloa ou à Bouaké ou à Odiéné, il va falloir amener ces échanges-là, ces courriers, cette robe achetée à l'endroit. Donc ça, c'est le métier de la Poste. Donc je pense qu'avec l'ouverture des échanges, avec les échanges qui sont de plus en plus internationaux, cela crée de belles opportunités pour la Poste. Donc je suis très optimiste pour la Poste. Un métier donc d'avenir. C'est un métier d'avenir, un métier du passé, un métier d'avenir. C'est sur cet espoir que nous vous disons merci, Monsieur Roger Félix Adom, d'être passé sur notre plateau. Merci. À très bientôt, le 9 août donc. Je le rappelle, vous êtes le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Vous avez apporté des précisions donc sur les enjeux du 27e congrès de l'Union postale universelle qui va se tenir à Abidjan du 9 au 27 août prochain. Merci à vous. On s'intéresse maintenant à un fléau qui pose de nombreux problèmes en Côte d'Ivoire, l'orpaillage clandestin. Le lac de Kossou, dans le centre du pays, est envahi par ces orpailleurs illégaux. Ils utilisent des produits toxiques, donc dangereux. Les poissons en meurent chaque jour. L'activité des pêcheurs est menacée et même les produits maraîchers ne sont pas épargnés du fait de la pollution de l'eau. Soro Corona nous propose un dossier sur ce phénomène qui met en danger les activités et même la vie des populations. Boisflé, marché de Kossou. Cet important lieu de vente de poissons frais de la région de la Marawi risque de fermer. La seule raison, le lac de Kossou où les pêcheurs ravitaillent ce marché est menacé. Les orpailleurs illégaux ont élu domicile aux abords et même dans le lac. Ce qui a aggravé la situation maintenant et que je viens de constater récemment, c'est le développement de cette activité sur le lac de Kossou et dans le fleuve Bandaba. Sur l'eau, il y a plus de 100 dragues sur les eaux qui sont en train de chercher de l'eau. Les dragues flottants, ce sont des grosses machines que les gars fabriquent. Ils s'installent sur le plan d'eau et ils pompent l'eau, ils pompent la boue. C'est-à-dire qu'ils vont le faire sortir de l'or. Le gravier qui sort, ils ne vont pas le laver sur la rive. Ben ça, le traitement, ce n'est pas sur place. Avant, ce qu'on voyait là, il y avait des orpailleurs ici, mais eux, ils n'ont rien à voir avec ceux qui sont actuellement sur le lac. Actuellement, vous entendez le bruit. C'est eux qui font qu'actuellement, il n'y a plus de poissons. Avec ce bruit-là, on ne peut plus avoir du poisson. Les poissons aussi ont fui. Ces orpailleurs illicites utilisent des produits nocifs qui menacent la survie des poissons, réduisant du coup l'activité de pêche à néant. Aujourd'hui, cette eau-là, elle est menacée dans son intégrité à travers les produits chimiques utilisés, tels que le mercure et le cyanure. Si cela continue, avec le mercure et avec la turbidité élevée de l'eau, la ressource halieutique forcément va prendre un coup parce qu'il n'y aura plus de reproduction, les poissons vont mourir d'intoxication et tout ceci menace cette ressource-là et menace l'économie locale. Vous savez, le poisson à boisflé, c'est une réalité. C'est des produits qui petit à petit peuvent se retrouver dans la chair du poisson. Et quand ça se retrouve dans la chair du poisson, nous aussi, notre organisme peut aussi avoir un stockage. Il faut prévenir pour qu'on ne soit pas surpris dans les années à venir. Plusieurs poissons flottent au-dessus du lac après avoir ingurgité l'eau polluée. Un danger pour les consommateurs. Le mercure et le cyanure sont des métaux lourds. Donc une fois dans l'eau, le poisson
ça va aller dans l'organisme du poisson. Et les métaux lourds en général, ça reste dans l'organisme du poisson. Et quand ces métaux lourds sont consommés en consommant le poisson, ça agit aussi sur l'organisme humain. Actuellement, les poissons meurent sur l'eau seule. Donc vraiment, jusqu'à l'année prochaine, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir. La pêche n'est pas la seule activité menacée par l'orpaillage illégal sur le lac Kossou. Le maraîcher est développé à partir de l'eau. Et s'il y a orpaillage clandestin, et s'il y a pollution de l'eau, cela veut sans dire qu'il y a également, disons, un impact sur nos produits, sur les maraîchers. Et ce qu'on constate également, c'est que les jeunes gens préfèrent aller s'adonner à l'orpaillage clandestin que d'aller travailler dans les champs. Donc on a un souci de main-d'œuvre. Le Bandama, qui approvisionne le lac de Kossou, connaît une pollution. Pollution, si on y prend garde, constituera un danger pour l'approvisionnement en eau potable. Le Bandama, c'est un bassin versant. Et le lac de Kossou est sur le bras du Bandama blanc. Ça veut dire qu'après le barrage, nous allons jusqu'à, vous savez, le Bandama, son exutoire, c'est Grand Laou. Voilà, c'est cette eau-là que la SODECI utilise pour le traitement. Alors si cette eau-là est polluée par les métaux lourds, par le mercure et autres, c'est véritablement une menace pour la production en eau potable de toutes les villes qui sont alignées sur ce bras du Bandama. À Boisflé, tous les acteurs de la filière pêche voient leurs activités disparaître si des solutions idoines ne sont pas trouvées. Aujourd'hui, fait 41 ans que je suis sur le lac Kossou, mais à cause de la pollution d'eau aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés pour avoir le poisson sur le lac. Ça met beaucoup de familles au chômage. S'il n'y a plus de poissons, ils ne pourront pas vendre. Nous autres aussi, ça nous met aussi au chômage. Ça ne nous arrange pas. Pour tirer la sonnette d'alarme, pêcheurs, acheteurs et revendeurs sont descendus dans les rues de Boisflé. Direction la préfecture de région pour demander l'intervention du gouvernement afin de solliciter une solution adéquate à l'orpaillage illégal qui menace la pêche en Côte d'Ivoire. Ce que moi je demande au gouvernement, vraiment il demande une doléance auprès de président Alassane Ouattara de nous aider. Il faut que la poisson soit comme avant. Dans la Marawi, tous sont mobilisés pour le retrait des orpailleurs illégaux sur le lac Kossou. Mieux, les victimes de la pratique de l'orpaillage illicite sur le lac Kossou saluent la décision du dernier Conseil national de sécurité sur l'orpaillage illégal. Le Conseil national de sécurité a autorisé la création d'un groupement spécial de répression de l'orpaillage illégal fort de 560 éléments, dont 460 gendarmes et 100 agents des eaux et forêts. L'orpaillage illicite fait perdre à l'économie ivoirienne plus de 400 milliards de francs CFA par an, selon le ministère des Mines. Les dangers de l'orpaillage clandestin, un dossier réalisé par Soro Corona. On change complètement de registre. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État met en service le tout premier data center de son ministère. Une innovation en termes de conservation et de sécurisation des données des structures sous tutelle. Kader Sogodogo. Le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État se dote d'un instrument majeur pour son bon fonctionnement, un data center, la mémoire de tout son système. Il est implanté à Yamoussoukro. Pour son inauguration, le ministre Moussa Sanogo, l'initiateur de ce système, a fait le déplacement en compagnie du ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Adom. Ce data center de dernière génération est un véritable bond dans le futur. Ce data center mutualisé de secours est un dispositif technologique qui vise à garantir la haute disponibilité des données et la continuité des services en cas de sinistre dans les différentes structures sous la tutelle de mon département ministériel. La Côte d'Ivoire est engagée dans un vaste processus de réforme et de modernisation des finances publiques en vue du renforcement du système de gestion de ces ressources publiques indispensable pour la mise en œuvre des politiques de développement. L'apport des technologies de l'information et de la communication n'est plus à démontrer dans la mise en œuvre de ce programme de modernisation. Pour le ministre Roger Adom, cet outil informatique qui cadre bien avec la vision du président de la République doit faire école. Si jamais vous avez vos données aujourd'hui, vous avez votre état civil, vous avez vos impôts, vous garantissez la continuité. On ne va pas vous dire que les données sont perdues, bien au contraire, les données seront toujours disponibles et présentes. Donc c'est vraiment l'objectif et l'ambition qu'a eu le ministre du Budget du Portefeuille de l'État. Et je pense que c'est ce que nous demande de faire le président de la République, Alassane Ouattara, et faire en sorte que tout ceci existe et permette de garantir la continuité de l'État. Le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État englobe 5 directions générales: impôts, douanes, budget et finances, marché public et portefeuille de l'État.
Toutes leurs données ont désormais un cadre vital, le data center de Yamoussoukro. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a installé un comité communal de lutte contre le racket dans la commune de Treichville, une initiative dans le cadre du programme MCC du gouvernement américain pour un appui financier aux pays en voie de développement, engagés donc dans la bonne gouvernance. Michel Digré. Des agents du district de police de Treichville qui reçoivent des bulletins de service. Un moyen efficace pour mettre fin aux rackets sur les routes. Pour savoir si le policier ou bien le gendarme désigné qu'on trouve sur le terrain est désigné effectivement à cet endroit. Ça permet également à la population de se rendre compte lorsqu'ils sont face à ces policiers ou gendarmes de leur demander qui vous a envoyé ici. Ce dispositif et bien d'autres initiatives seront engagées pour traquer la corruption à Treichville. La commune installe son comité de lutte contre le racket. Nous prenons l'engagement solennel de sécuriser l'état civil et les délais de l'ignorance des actes, de combattre le racket sous toutes ses formes au sein de notre administration communale. Le directeur général de la décentralisation donne les enjeux de la mise sur pied de ce comité. Ce comité communal de lutte contre le racket est le vôtre. Il est l'affaire des populations. C'est pour que vous vous retrouviez là et que vous vous concertiez. Un commerçant peut venir pour dire, Monsieur le Président, vraiment je suis l'objet des rackets. Voilà comment les gens procèdent. Le président de la République, dans sa vision de promotion de la bonne gouvernance, nous engage à faire la promotion justement de la lutte contre le racket, la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire et particulièrement dans les collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Sur 201 communes, seulement 24 à ce jour ont installé leur comité de lutte contre le racket. La Côte d'Ivoire qui est également bien engagée dans la lutte contre la Covid-19. Le dispositif de riposte ne faiblit pas. Voyons ensemble les chiffres pour ce 2 août. 63 nouveaux cas de Covid-19, 72 guéris et 2 décès. À la date du 2 août 2021, la Côte d'Ivoire compte en tout 50 341 cas confirmés, dont 49 461 personnes guéries, 332 décès et 548 cas actifs. Le 1er août, 3 650 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 1 23 548 doses administrées. La vaccination reste gratuite et volontaire. Et en ce moment, l'inquiétude sur la propagation du variant Delta grandit dans le monde. Dans cette période, le prix du vaccin Pfizer devrait augmenter d'environ 25%, le vaccin Moderna d'un peu plus de 10%. Pour le gouvernement français, cette hausse se justifie par les nouvelles exigences de la part de l'Union européenne. Les laboratoires doivent adapter leurs vaccins aux nouveaux variants et permettre que l'essentiel de la production se fasse sur le territoire européen. Sur le sol ivoirien, précisément à Sinématiali, dans le nord du pays, les populations attendent beaucoup du gouvernement en matière d'infrastructures sociales, sanitaires et éducatives, mais elles se disent heureuses des nombreux projets déjà exécutés dans leur localité et ceux entamés pour leur mieux-être. Ami Sissoko. Sinématiali, dans la région du Poro, place Alassane Ouattara. Le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, dans sa circonscription, pour une fois de plus témoigner toute sa gratitude aux populations qui lui ont accordé leur confiance à 99,47% des voix lors des législatives du 6 mars dernier. Le député a également exprimé sa reconnaissance et celle des populations au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes les actions de développement dans sa circonscription. Entre autres, l'ouverture d'un bloc opératoire, le bitumage de 20 km de voirie de la ville de Sinématiali et la construction d'une unité de transformation de mangue à Wolo. Grâce à Fidel Sarasoro, il y a une nouvelle dynamique qui est arrivée à Sinématiali. L'union, l'entente et la fraternité entre l'ensemble des fils et filles du département de Sinématiali. Nous avons bénéficié de plusieurs choses. Les hôpitaux, les écoles, le bitumage de la ville, la lumière.
Le député Fidel Sarasoro a pris l'engagement de booster le développement dans sa circonscription. Il bénéficie du soutien du ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, et de la plateforme des députés RHDP. J'ai profité de l'occasion pour engager les cadres de Silmachali, pour que nous soyons solidaires, nous soyons unis, que nous fassions un bloc pour travailler pour le développement du département. J'ai annoncé qu'il était important que nous nous investissions dans des actions dans le domaine de la santé, dans le domaine du développement, dans le domaine de la transformation agricole, afin de pouvoir créer les conditions d'un emploi durable pour les jeunes de Silmachali. Cette journée de reconnaissance a pris fin par les danses traditionnelles et un concert géant. Le ministre gouverneur du district autonome des montagnes, Albert Flandé, a une rencontre avec les cadres, les élus, les autorités, également les fils et les filles du district des montagnes. Les différents échanges ont porté sur sa mission de développement en leur faveur. F. Boy. Première sortie officielle d'Albert Flandé, ministre gouverneur du district autonome des montagnes, depuis sa nomination le 18 juin dernier. À Mans, devant les représentants de la chefferie du district, devant l'ensemble des cadres, des élus, des autorités administratives, religieuses, des femmes, des jeunes, le ministre-gouverneur a rendu un hommage au président de la République pour sa nomination et a signifié être là pour impulser le développement local. Je serai à la disposition de la population du district. Et je serai en train de travailler dans la complémentarité, c'est-à-dire ce que la commune fait, elle doit faire bien. Ce que le conseil régional fait, il doit faire bien. Je ne suis pas venu pour être les gendarmes ni des collectivités, ni de l'administration déconcentrée. Je suis venu pour compléter. Et je suis venu, comme le président de la République nous l'a recommandé, pour être ceux-là qui permettent à ce que le président fait à travers le gouvernement. Il faut que ça arrive à la population. C'est ça notre rôle. Les cadres et élus du district ont exhorté les populations à prôner l'union, la solidarité, la paix, la cohésion sociale pour un développement harmonieux du district qui présente encore de nombreux défis à relever. Notre district a un léger retard sur le reste de la Côte d'Ivoire. L'Ouest regorge de potentialités que nous estimons inexploitées. À nous de les exploiter. Et le moment, c'est maintenant. Chers parents, nous sollicitons donc votre accompagnement. Le temps de la solidarité, de l'union des filles et des fils du district des montagnes a sonné. Quand on est ensemble, on est toujours plus fort. Quand on est ensemble, on va toujours plus loin. Le district autonome des montagnes, situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, est composé des régions du Tonkmé, du Guémon et du Cavali. Il a 13 départements, 17 communes, 73 sous-préfectures, dont 46 fonctionnels et 901 villages, pour une population estimée aujourd'hui à environ 2 700 000 habitants. Allez, on se met en tenue de sport et direction Tokyo pour les échos des Jeux Olympiques. La sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou a terminé première de sa demi-finale du 200 mètres ce lundi. Elle a devancé sa principale concurrente bahaméenne, Shona Miller, également qualifiée pour la finale du 200 mètres demain mardi. Après avoir terminé au pied du podium aux 100 mètres derrière le trio jamaïcain, Talou Marie-Josée se savait très attendue pour le 200 mètres et elle n'a pas déçu pour son entrée en lice. Qualifiée en demi-finale après une course parfaite, la sprinteuse ivoirienne a récidivé dans cette demi-finale. Alignée dans le couloir numéro 6, elle finit la course en tête en remportant sa série en 22 secondes 11 centièmes. Elle est suivie par la Bahaméenne Shona Miller Uibo qui se qualifie également avec un temps de 22 secondes 14 centièmes. Une étape décisive franchie avec la manière par Marie-Josée Talou qui devra confirmer sa belle performance ce mardi lors de la finale face à d'autres favorites comme les Jamaïcaines Shelly Ann Fraser-Price et Hélène Thompson. Et on reste en Côte d'Ivoire. Les étudiants sont engagés dans la promotion du vivre ensemble à travers le sport. Le tournoi de la fraternité réunit 24 équipes.
Astou Touré. Ce geste marque le coup d'envoi du tournoi de Maracana organisé par les étudiants de la cité Mermoz de Cocody. Sur 24 équipes au départ, la finale s'est disputée entre l'équipe du COS en rouge et blanc et celle de Young Soccer en vert et blanc. Ici en cité universitaire, c'est vrai, il y a les temps de cours, mais hormis nos temps de cours, il est important pour nous de nous égayer de temps en temps à travers les différents jeux que nous organisons. Et donc ce soir, c'est le tournoi de football qui est à l'honneur. Pour nous, c'est important, vu aujourd'hui le climat politique et la situation aujourd'hui de ce pays, il faut que tout un chacun puisse effectivement s'engager et se prononcer dans seulement le volet, d'abord à travers la culture, à travers le sport, et faire la promotion de la fraternité, de la convivialité. Cette rencontre, placée sous le sceau de la fraternité, vise à occuper sainement la jeunesse et à déceler en eux des talents. Ce tournoi est parrainé par le chef protocole du président de la République, Éric Tabar. Il a exhorté ses filleuls à promouvoir un climat de paix, de fraternité et de cohésion sur les campus. On est dans une nouvelle ère désormais. Dans les cités, la politique n'a pas sa place. On peut être de différents partis politiques, mais on doit être des frères. Et on est venu pour étudier surtout. Et quand on fait un peu de sport, c'est bon pour les mentalités, c'est du divertissement. Donc moi, c'est de dire étudier, aller à l'école surtout. Et puis demain, quand vous allez arriver quelque part, vous aussi vous serez ambassadeur, vous serez cadre de ce pays. Le tournoi de la cohésion et la fraternité est à sa première édition. Et tout juste après ce 20h, le sport au cœur de votre magazine La Côte d'Ivoire en marche. Construction et réhabilitation des infrastructures sportives pour la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. 4 stades en chantier pour un investissement de 300 milliards de francs CFA. Rendez-vous avec Delphine Gla pour La Côte d'Ivoire en marche, spéciale infrastructure sportive. Bonsoir à tous.